Bonjour, on est le 25, dimanche 25 octobre 2020, avec une journée qui a démarré en trombe, avec bien sûr des pluies battantes en cette matinée, donc du dimanche 25 octobre 2020. Je vous rappelle que cette nuit, il y a eu le changement horaire, le décalage horaire, on a dû enlever une heure, voilà, donc l'heure que vous voyez ici n'a pas été changée, il n'est pas 9 heures, mais il est bien 8 heures, parce que je n'ai pas changé l'heure. Je devrais le faire de sitôt, mais bon, je ne suis pas pressé pour le faire. Euh, alors, concernant la vidéo qui va suivre, que je vais voilà, établir instamment, je vous rappelle que je suis en plein dans la mécanique des fluides, en plein dans le domaine de la mécanique des fluides, et j'explicite certaines notions de la mécanique des fluides qui sont en rapport, bien sûr, avec, bon, parfois de la thermodynamique, parfois avec la physique, parfois avec la mécanique. Bon, je veux dire, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est ouvert. Hein. Les sciences ne sont pas refermées dans un domaine. Bon, elles peuvent, s'échanger, voilà, des théories. Et on peut avoir des similitudes de théories de l'un à l'autre. C'est normal, parce qu'en fait, si on a un modèle qui est bon pour les solides, pourquoi pas le prendre pour les fluides? Pourquoi pas? Et donc, c'est ce qui se passe en mécanique. En mécanique des fluides, beaucoup de notions dérivent de notions de mécanique du solide. La mécanique du solide a été établie, mais on va rechercher des éléments de la mécanique des fluides pour aborder des notions de mécanique des fluides. Alors, une des notions j'ai bien dit qui fonde les fondements de la base de la mécanique est la notion de pression. Donc, c'est un passage, je vous ai toujours dit, la pression est un passage obligé pour comprendre les notions de mécanique des fluides. Alors, je vous rappelle que s'il s'agit d'études de l'eau, ben, on a l'hydrostatique. Bien sûr, il faut qu'il soit au repos. Hein. L'hydrostatique, c'est bon, quand on étudie l'eau au repos, mais les lois de l'hydrostatique concernant l'eau sont valables pour les liquides. Alors, les liquides sont étudiés en général en mécanique des fluides. Et on peut voir, bon, les gaz aussi en mécanique des fluides, mais ça, on laisse plutôt, bon, la thermodynamique en exploiter la théorie des gaz, les lois des gaz. C'est plutôt, on va dire, la thermodynamique qui s'en occupe. La physique peut s'en occuper, voilà, la physique peut s'en occuper, la thermodynamique, ou parfois voir même la mécanique des fluides qui peut, voilà, s'arroger le droit de voir des théories sur, par exemple, les gaz polytropiques, isotropiques, détente isotherme, etc. Ben, la mécanique des fluides peut s'accaparer, je veux dire, ces théories-là, et les divulguer, je veux dire, au sein voilà, de parterres d'étudiants ou voilà, de formation, ou peu importe. Hein, peu importe. Voilà, donc, il n'y a pas de frontières fermées, les frontières sont ouvertes. Et on peut passer, la science est universelle, il n'y a pas une science pour voilà, définie, bon, tout est relié, hein, chimie, physique, voilà, les lois de la science sont universelles, il n'y a pas de discrimination, c'est les hommes qui font des discriminations entre eux, mais les lois de la physique, je veux dire, et de la chimie sont universelles. Hein. Quand on parle voilà, de chimie, on est ramené à parler voilà, de mécanique quantique, par exemple. Voilà, et quand on parle de mécanique quantique, on est ramené aussi, parfois ramené à parler de chimie. Donc il n'y a pas de frontières. Voilà, donc il y a la mécanique. Bon, et mécanique, il y en a plusieurs sortes. Hein. Mécanique rationnelle, mécanique des fluides, mécanique voilà, des solides déformables, indéformables. On a la résistance des matériaux, etc. etc. Bon, la mécanique, c'est pas ce qui manque. Il y a la statique, la dynamique, voilà, la cinématique. Bon, il y a pas mal de domaines de la mécanique. Et il y a aussi la mécanique appliquée aussi. Hein. La mécanique appliquée. Voilà, ceci étant dit, bon, la mécanique, il y a différentes branches de mécanique parce que bon, on ne peut pas tout répertorier sous un vocable mécanique. Faudrait je veux dire, des encyclopédies pour parler de mécanique à ce moment-là. C'est pour ça qu'on fait des subdivisions de domaines.
Tout comme en chimie, on fait des subdivisions, tout comme en électronique, on fait des subdivisions, tout comme en informatique, on fait des subdivisions, tout comme en chimie, on fait des subdivisions, en physique, on fait des subdivisions, parce qu'après, à un moment donné, si vous rentrez dans un domaine, ben, il est immense. C'est un univers, un domaine est un univers. Si on parle d'hydrostatique, ben, on peut en faire des études tant qu'on veut sur l'hydrostatique. Hein. Voilà. Idem pour la chimie. Hein. Si vous prenez une chimie, la chimie appliquée, ben, vous commencez à faire une encyclopédie sur la chimie appliquée. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, on scinde. La thermodynamique est aussi très vaste et on va scinder. On va scinder. Donc tous ces domaines sont très vastes. Bon, c'est chaque fois des encyclopédies à eux-mêmes. Donc un domaine on peut former une encyclopédie, ne fût-ce que par un domaine. Donc c'est pour ça que on scinde. À un moment donné, on scinde pour réduire, mais c'est pas parce qu'on a réduit qu'on ne peut pas aller rechercher dans d'autres domaines, voilà, des connaissances. Alors, je vous dis que les fondements de base de la mécanique des fluides, elle est basée bien sûr sur, vous allez me dire, ouais, le consistant, mais le consistant, c'est le fluide existant. Bien sûr, il y a le fluide existant. Le fluide existant dans un espace-temps. Alors, pourquoi cet espace-temps? Ben, c'est très important. Pourquoi cet espace-temps? Ben, ça dépend. Tout comme en mécanique, on a un espace figé, qu'on appelle un espace figé, qui ne bouge pas, qui est immuable. Voilà, c'est ce qu'on appelle les équilibres. Et ça, c'est la statique qui étudie les équilibres. On a la statique qui étudie les équilibres. Donc, malgré tout, dans les équilibres, on a besoin d'un espace. Le temps, on s'en fout. On s'en fout du temps. On s'en fout du temps pour faire de la statique. Ce qui veut dire qu'on a un repère, si on travaille dans une ligne, mais on a un repère linéaire. Si on travaille, si le système est dans un plan, quand je dis on travaille, c'est que le système, c'est par rapport à un système défini. Si le système est sur un plan, on peut mettre un axe XY, et s'il est dans l'espace, c'est XYZ. C'est le repère le plus général. Voilà, dans l'espace, X, Y et Z. Voilà, on étudie les équilibres dans l'espace, par exemple. Mais là, on a un espace. Voilà, on a une infinité triple de points qui constitue un milieu continu. Je vous ai dit ce que c'était qu'un milieu continu. C'est une bijection de points, voilà, pour lequel on a une valeur de un point ramène à une valeur de R cube. C'est-à-dire que entre deux points, on n'a pas de vide. C'est ce que ça veut dire. Et quand il y aura un mouvement, s'il n'y a pas de vide, ben, il n'y a pas de saut. Hein, pour passer s'il y avait un vide, pour passer du point A, entre le point A et un point B, il y a un vide. Suppose, s'il y avait un vide. Et donc, s'il y avait un mouvement, il faudrait passer de A directement à B sans passer par l'intermédiaire. Donc on a, si vous voulez, une continuité de mouvement. Le mouvement va être continu, il va passer par une infinité de points qui sont des valeurs réelles pour aller de A à B. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a un milieu continu où on peut représenter tout point P, bien sûr, dans un axe qui est un repère galiléen, un repère inertiel, voilà, qui est fixe, considéré comme fixe, en tout cas, considéré comme fixe. Je vous rappelle qu'il n'y a rien qui est fixe, hein, tout bouge. Hein, parce que quand vous mettez un objet fixe, une échelle sur un mur, par exemple, je prends toujours ce cas figure-là, où une chaise qui est en équilibre au sol, bien sûr, la chaise ne tombe pas, mais au moins elle tourne, parce que la Terre tourne. Donc elle est en mouvement relatif. Hein, voilà. Mais par rapport au référentiel fixe, l'objet est fixe. Tout dépend du référentiel. Mais par rapport à un autre référentiel, hein, si je prends le référentiel voilà, qui est sur le Soleil, ben, la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, fatalement, comme l'objet fixe, l'échelle qui est sur le mur, oui, il est fixe, on est d'accord, il est en équilibre, mais la Terre tourne. Et en plus de ça, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil. Donc, par rapport à un référentiel qui est le Soleil, ben, même que l'échelle est fixe, elle bouge quelque part par rapport au Soleil. Mais par rapport à un référentiel propre, lié par exemple au sol, hein,
On peut mettre un repère lié au sol. Là, à ce moment-là, si le sol est fixe, ben, le repère est fixe par rapport au sol. Donc à ce moment-là, l'échelle qui est sur qui est au sol et sur le mur, bien sûr, on mettra un repère qui sera sur le mur. Et ben, bon, je montrer ça. Normalement, c'est pas le but de montrer ça. Voilà, j'ai un mur. Là, j'ai un mur. Et là, j'ai le sol. Voilà. Qu'est-ce qui est fixe? Ben, c'est le mur et le sol. Donc si je veux étudier par exemple une échelle sur un mur, ben, je vais mettre un repère fixe. Fixe par rapport à quoi? Ben, au mur qui est fixe et au sol qui est fixe. Donc j'aurai un repère à 2 dimensions. Voilà. Et là maintenant je peux commencer mes études de force. Mes études de force. Parce que un repère a été placé. Mais c'est un repère voilà, inertiel. Inertiel, voilà, un repère fixe. C'est un repère fixe. Voilà. Bon, c'est un repère fixe par rapport, je vous l'ai dit, par rapport aux objets qui sont fixes. Hein. J'ai placé un repère sur des objets fixes. Donc forcément, le repère, il est fixe. Puisque le mur, il est fixe. Il ne bouge pas le mur. Et le sol ne bouge pas. Donc là, oui, vous allez me dire, il bouge par rapport au mouvement. Mais ça, c'est par rapport à un autre référentiel, bien sûr, qu'il est par rapport au référentiel de la Terre, au référentiel du Soleil, c'est normal qu'il bouge. Hein. Moi, quand je dis référentiel fixe, c'est par rapport voilà, au mur qui est fixe. Un référentiel, voilà, par rapport au mur et au sol, bon, le mur et le sol ne bougent pas, donc le référentiel fixé sur le mur et le sol, ben, je veux dire, il est fixe. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a une infinité triple de points qui sont, je veux dire, continus, c'est-à-dire qu'on a des points partout. Des points partout. On a des points partout. Donc on va assimiler, je veux dire, un fluide à ces points. On va assimiler, je veux dire, un fluide à une partie des points de R3 pour définir le fluide qui sera bien sûr un volume. Un volume où, voilà, le système peut être une partie de volume, c'est-à-dire une surface. Le système peut être une partie d'une surface, c'est-à-dire une ligne. Le système peut être un ensemble de points. Voilà, ça peut être un ensemble de points. Mais ça peut être l'étude d'un point. Ce qu'on appelle, on peut étudier un point, soit un point matériel, hein, c'est-à-dire un point matériel. C'est-à-dire que c'est un corps, par exemple, solide que je considère comme étant un point. Voilà, je peux faire l'étude du point matériel ou l'étude d'un système de points matériels. Je peux faire l'étude voilà, d'une ligne, sur une surface, sur un volume. Alors comme on a un fluide, bien sûr, ça a une consistance. Hein. La fluide, c'est un fluide particulier qui a des caractéristiques, des propriétés. Voilà, donc il faut tenir compte du type de fluide que l'on a. Un fluide n'est pas l'autre. Un fluide n'est pas l'autre. Et alors, bon, on tiendra compte de l'espace si on est en statique, voilà, et on tiendra compte de l'espace-temps si on est en cinématique ou en dynamique. Bon, la cinématique étudie que les notions de vitesse, d'accélération en fonction du temps, et de l'espace. Espace, vitesse, accélération en fonction du temps. La dynamique étudie les forces qui vont engendrer le mouvement. Donc un fluide peut être, je veux dire, au repos, et un fluide peut être en mouvement. Tout comme un solide peut être au repos, un solide peut être en mouvement. Donc il y a la statique du fluide, il y a la dynamique du fluide. Avec leurs lois. Parce que le but de la mécanique des fluides, c'est étudier les lois. Les lois, et il y en a quand même quelques-unes dans voilà, la mécanique des fluides, donc c'est un passage obligé pour les connaître. Mais avant de connaître ces lois-là, il y a des notions fondamentales qui constituent les fondements de base de la mécanique des fluides. Et je partirai par là, enfin je partirai à vous dire que c'est la pression. Mais derrière la pression, je vous ai dit que c'est comme un iceberg, il y a les notions de force. Ce sont les notions de force qui se cachent derrière ça. Ce sont les notions de force. Voilà, c'est les forces. Alors les forces peuvent être de deux types, soit des forces extérieures ou des forces intérieures. Voilà. Force extérieure et intérieure. Force intérieure existe parce qu'il y a des forces de cohésion, des forces de liaison interatomique, donc fatalement on peut comprendre qu'il y a des forces, des résultantes de forces internes.
Voilà, donc en fait, la première des choses à savoir, c'est que on doit placer un repère galiléen, euh, voilà, un repère fixe, pour décrire une masse, bien sûr, qui possède un volume, il possède une forme constante pour le. Voilà. Qu'est-ce qui est constant comme forme? Mais c'est le fluide et comment on appelle ça, et le solide, alors que le gaz a une forme, le gaz a une forme variable. Hein. Ça, donc je vous ai fait donc un petit tableau, je veux dire dans la vidéo précédente, qui montrait, bon, par rapport aux propriétés caractéristiques, voilà, propriétés caractéristiques des différents états physiques, solides, liquides et gaz. Et je vous ai fait remarquer que, bon, par rapport à la forme, ben, la forme était constante pour le solide et variable pour les liquides. Oui, je m'excuse, variable. J'ai du constant pour les liquides, mais c'est variable. Le liquide a une forme variable, je m'excuse. Ouais, parce qu'il a une forme variable. Il dépend. Si vous mettez dans un récipient donné, il va garder sa forme. Hein. Si vous mettez un récipient comme ceci, hop, ben, il va prendre la forme du récipient. Donc la forme est variable en fonction du, bien sûr, il a besoin d'un contenant. Euh, voilà. Quand je disais constant, la forme est constante dans un récipient donné. Là, à ce moment, c'est normal. Et encore, elle va un petit peu varier la forme parce qu'il va y avoir des petits mouvements qu'il va y avoir. Voilà, mais la forme est variable. Hein. Entendons-nous bien que la forme d'un liquide est variable. Je m'excuse de l'erreur que j'ai faite juste auparavant parce que j'ai dit que la forme d'un liquide est constante, mais la forme d'un liquide est variable. La forme d'un liquide est variable. Donc la forme d'un gaz est variable, la forme d'un liquide est variable, la forme d'un solide est constante. Le volume d'un solide, il est constant, le volume d'un liquide, il est constant, et le volume d'un gaz est variable. La compressibilité, bon, est très faible, voire complètement inexistante pour enfin, la compressibilité est très faible pour un solide, voire inexistante pour un modèle hypothétique tel qu'un solide rigide. Voilà. Pour les liquides, la compressibilité est très faible, voire pour un fluide idéal, hypothétique, ben, il n'y a pas de compressibilité. Compressibilité égale 0. Donc incompressible, totalement incompressible pour un fluide, pour un liquide idéal, c'est-à-dire un liquide parfait. Par contre, pour un gaz, la compressibilité est très forte. On a une très forte compressibilité. Voilà, donc, ceci étant dit, vous voyez que bon, le fluide a des caractéristiques de masse, de volume, de forme, de compressibilité. Ce sont des caractéristiques internes. Bien sûr, il y a aussi les caractéristiques internes de cohésion de la matière. Hein. Solide, liquide et gaz se distinguent par leur force de cohésion interne. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne... donc un référentiel étant posé, on a l'existence d'un fluide, donc d'un système fluide. On a un espace qui est posé au travers dans lequel on a placé un repère. On sait bien qu'on a un milieu continu dans lequel on a un espace. Et là, je ne m'intéresse pas au temps. La notion temporelle ne m'intéresse pas. Voilà, la notion temporelle, parce que je vais décrire la pression qui n'est pas, qui est indépendante. Enfin, voilà, on a un point, la pression d'un point n'est pas dépendante du temps. Voilà, la pression, je vous rappelle que d'après la vidéo qui a été faite précédemment, la pression, c'est une force par unité de surface. Alors, cette force par unité de surface, comment a-t-elle été, je veux dire, décrite dans ma vidéo précédente? Mais par une analogie, c'est normal, par une analogie. Alors, quel type d'analogie? Eh bien, on va rechercher l'existant. L'existant, c'est la mécanique des solides. Alors, il existe la mécanique des solides non rigides, c'est-à-dire indéformables, et la mécanique voilà, des corps déformables. Alors, la mécanique des corps indéformables, c'est ce qu'on étudie en statique.
Bon, le corps est indéformable à distance entre deux points. Si vous déformez le corps, bah, il ne bouge pas. C'est hypothétique, bien sûr, c'est un modèle pour étudier, si vous voulez, euh, les études de statique. Faire par exemple des études d'équivalence de systèmes pour voir si le système est en équilibre ou pas. Système en équilibre de translation et de rotation. Somme des forces égale à 0, somme des moments des forces extérieures égale à 0. Bien sûr, somme des moments des forces extérieures par rapport à un point est égale à 0. Voilà, ça ce sont les deux équations qui décrivent l'équilibre, l'état d'équilibre mécanique. Voilà. Et là, on le fait dans le cadre des études de la statique, et donc on dit que le corps est rigide, c'est-à-dire indéformable. Mais ce qui n'est pas du tout le cas, parce que tous les corps sont déformables, que ce soit les liquides, les fluides, c'est-à-dire les liquides ou les gaz. Ils sont tous les deux déformables. Alors bon, maintenant, la déformabilité, comment elle va se jouer? Eh bien, on va agir sur des forces de compression. Si on fait agir sur un solide des forces de compression, on comprime, si vous voulez, le solide. On fait agir des forces extérieures dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, il devrait s'écraser. C'est-à-dire qu'on devrait avoir... bon, il devrait s'écraser. Bon. Et là, je vous ai dit que c'est un corps déformable, donc il va se déformer, il va s'écraser, il va se déformer. Alors ça, c'est pour le solide. Mais le solide, on sait bien qu'il résiste aux forces de compression. Alors, on sait bien qu'il résiste, mais jusqu'à un point, parce qu'il ne va pas résister à fond. À un moment donné, bien sûr, on a sigma est égal à les forces de compression, enfin la contrainte de compression est égale au module de Young fois, c'est la loi de Hooke, hein, la variation relative de longueur. Voilà. Ça, c'est les forces les contraintes en compression qui se mesurent en newton par unité de surface. Donc c'est bien une pression. Hein. C'est bien une contrainte de pression sur un solide. On a bien une pression. Vous avez vu qu'ici, une pression, qu'est-ce que c'est? C'est une force par unité de surface. Dans la contrainte, ici, j'ai une force par unité de surface. Alors maintenant, est-ce à dire, bien sûr, le modèle de Young, ici, il est en newton par unité de surface. L'unité de surface, c'est le mètre carré, centimètre carré, décimètre carré, peu importe. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. C'est en fonction des unités bon, que vous voulez le mettre. Donc en tout cas, la contrainte ici est en newton par... Mais est-ce que c'est une... Est-ce que parce que ça ressemble à une pression, ça l'est? Mais en tout cas, ici, on peut le dire, que la contrainte de compression est une pression. La contrainte de compression est une pression. Voilà. Ce qui veut dire que la contrainte par unité de surface ici, par exemple la contrainte en millimètres carrés, ça fait en sorte qu'on a une force ici qui s'applique là, et une force qui s'applique ici. Voilà. Ça c'est la force totale, qui est une résultante de force. On applique deux forces comme ceci, une force F1 et une force F2 comme ceci en compression. Et là, on a bien des forces de pression parce qu'on comprime. Et cette force de compression, elle est vue comme une contrainte de compression. L'inverse est la contrainte de traction. Bon, c'est plus ou moins la même loi, si ce n'est qu'on aura un moins. Alors, le module de Young ici dépend de la matière. Le module de Young, c'est une constante en fonction du matériau que vous avez en présence. Donc, c'est juste une loi qui dit que sigma est proportionnel à K, à la variation relative de longueur. Alors bien sûr qu'il y a une variation de longueur, une petite variation de longueur en fonction de la force. Maintenant, plus vous appliquez des forces, plus ça va s'écraser. Hein. On va passer, supposons que là, j'ai écrasé un tout petit peu, on est là. Là, il s'est écrasé ici. Là, il s'est écrasé là. On est arrivé là. Maintenant, si vous appuyez encore un peu plus fort, mais il va encore s'écraser ici. Il va se comprimer. Hein. Vous faites des forces de pression, donc il se déforme. Mais il se déforme. Il va se déformer. Voilà, et la loi, elle est là. En fonction de la variation de longueur qu'il y aura eu par rapport à la longueur initiale, bien sûr. Voilà. Alors on peut faire des forces de traction, il n'y a pas de problème. Hein. On peut
faire des forces de traction dans ce sens-là, ou on peut faire des forces de compression dans ce sens-là. Voilà, on peut comprimer dans n'importe quel sens hein, que l'on veut. Voilà. Ceci étant dit, donc on a des forces de traction-compression possibles qui sont reliées à la loi de Hooke. Bon, mais ça c'est vraiment une force de pression. Hein. La compression est une force de pression qui est donnée en newton par mètre carré. Bon, est-ce à dire que tout ce qui est en newton par mètre carré, est une pression? Ben non, vous aurez compris que non. Pourquoi? Parce que, supposons que je prenne un solide, voilà. Là, je lui applique... Ouais, bon, ici j'ai complètement loupé mon... Je vais retirer ce dessin-là. De toute façon, vous savez revenir en arrière pour voir ce que ça raconte. Est-ce à dire que directement, quand on a une force par unité de surface, est-ce une pression? Bien sûr que non. Pourquoi? Vous allez le voir tout de suite. Je vais vous prouver ça tout de suite. Toujours pour les solides, bien sûr, et puis on regardera pour les liquides. Et pour un solide, voilà, je prends un solide. Quelconque. Voilà, en gros, hein, bon, ça ne m'intéresse pas de le dessiner correctement. Voilà, en gros. Alors, maintenant, je désire établir une force par le haut, par le bas, peu importe. Si j'établis une force ici, voilà, on établit une force ici, extérieure. Là, à ce moment-là, vous aurez des contraintes qui vont avoir lieu. Donc, j'établis une force ici, force extérieure. Alors, en appliquant cette force extérieure, ben, le solide va se déformer. C'est-à-dire que ouais, il va avoir tendance à faire ceci. Voilà, il va y avoir une déformation comme ceci. Voilà. Enfin, vous m'avez compris ici, bon, je n'ai pas besoin de représenter l'arrière-plan. En gros, c'est ça. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, l'arrière-plan, il est là. Enfin, les arrêts d'arrière-plan sont ici. Voilà. Et bien sûr, la force, elle n'est plus là parce qu'elle a bien sûr bougé. Elle s'est adossée, bien sûr, à une face de... Cette force-là n'est plus là. Parce que, bien sûr, elle est là. Donc, en faisant ça, ben, vous avez des forces tangentielles. Des forces tangentielles qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle des forces de cisaillement. Alors, on aura un cisaillement qui va apparaître. Et voilà, et donc la contrainte de cisaillement, tout, eh bien c'est un peu la même chose que la loi pour la compression. C'est presque la même chose. Voilà, ici on a une constante. On a tous les deux ici
deux constantes. On a deux constantes. Voilà. Tous les deux ici sont en newton par millimètre carré. Voilà, newton par millimètre carré. Ou newton par centimètre carré. Ou... Vous pouvez le mettre en mètre carré, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, c'est des images, ça va être des ohms. Si vous avez un graphique de sigma, voilà, de la contrainte, en fonction de la... par exemple, si je prends en contrainte de compression, par rapport à delta L sur L, ben, si vous représentez en newton par mètre carré, ça sera un zoom. Par rapport au newton par centimètre carré, par rapport au newton par millimètre carré, c'est normal. C'est un agrandissement simplement, ou une réduction, ça. Si vous exprimez en mètre carré, ou en décimètre carré, ou en centimètre carré, ou inversement. Voilà, ce sera des zooms, le graphique sera le même. Hein. L'image du graphique est toujours la même. Hein. C'est-à-dire qu'on aura, bien sûr, une zone. Vous allez avoir une zone, voilà, on aura la loi de Hooke qui est applicable, et puis après, bon, vous avez une espèce de, voilà, de dessin qui fait ça, et là, on a la rupture, en fonction de, bien sûr, delta L sur L, et par exemple, par rapport à la contrainte de, ici, je peux mettre une contrainte de traction, en traction. La loi de la traction est plus ou moins la même chose que la loi de la compression. Voilà, la loi de la traction est plus ou moins la même que la loi de compression, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a une loi linéaire, hein, on a une zone qui est une loi linéaire, et puis après, bon, on a des zones de déformation, hein. Donc on a la déformation élastique, et puis après on a une déformation plastique, c'est-à-dire que l'objet ne revient plus à sa position initiale si vous avez trop tiré, et puis vous avez voilà, la zone de rupture, hein. La zone de rupture, voilà. Et donc, K, G et E sont dépendants, si vous voulez, du matériau. Sont dépendants du matériau. Donc, le G qu'on appelle module de cisaillement, ceci c'est le module de cisaillement, qui est en newton par mètre carré, et ça c'est le module de Young, qui est en newton par mètre carré aussi. Donc vous voyez que c'est les mêmes unités. Et ici, c'est en newton par millimètre carré, newton par centimètre carré, newton par décimètre carré. En tout cas, c'est des newtons par unité de surface. Or, est-ce à dire que parce qu'on a des... Et ça, bien sûr, c'est l'angle de déformation. Hein. C'est l'angle de déformation qu'on a ici. Pour le cisaillement, on a un angle de déformation alpha. Par contre, ça, c'est la variation de... Bon, c'est en compression ou en traction. Voilà, c'est la variation de longueur qu'a subi, je veux dire, en déformation le solide. Donc, est-ce à dire parce qu'on a des newtons par unité de surface, comme ici, le taux, est-ce à dire qu'on a une pression? Non, parce que la pression, elle est plutôt pour celui-là. Pour un solide, la compression mesurera la pression. La traction, quand je dis traction, c'est TRA. Quand je dis traction, la traction, c'est pas la... C'est la contrainte de traction. En fait, c'est la contrainte de traction qui est sigma, mais c'est une traction. Voilà, une traction. Traction de tirer. Alors, l'opposé de tirer, c'est comprimer. Donc, les lois sont valables. Hein. Je veux dire, elles restent. Là, je peux mettre en fonction de la contrainte ou en fonction de la force. Hein. Voilà, et en fonction de la contrainte ou de la force. Là, on a la déformation. Si vous voulez, de là à là, on a une déformation élastique. On a une loi linéaire, loi de Hooke. Mais après, cette loi-là disparaît. Hein, parce qu'on a toute une zone un peu spéciale. Là, à un moment donné, on n'a plus, le solide ne revient plus à sa position, c'est la déformation plastique. Et là, on a la rupture. Et donc, ça, vous pouvez rompre n'importe quoi. On fait des études, voilà, de résistance des matériaux sur n'importe quel solide, le marbre, le schiste, des barreaux métalliques, voilà, de l'acier, du fer, du carrin, enfin toutes sortes. Hein, vous pouvez étudier ce que vous voulez comme matériaux. Voilà. Mais en tous les cas de figure, on aura toujours des forces de cisaillement, des forces de... Voilà. Mais alors, en état normal, ça, je veux dire... Donc, est-ce à dire parce qu'on a des newtons, une force par unité de surface, qu'on a une pression? Mais non.
Parce que ceci ne constitue pas la force la contrainte de cisaillement n'est pas une contrainte de pression. Par contre, ceci, c'est une contrainte de pression. Parce que la compression est une contrainte de pression pour un solide. Bon, maintenant, voyons voir pour les liquides. C'est un petit peu la même chose, mais ce n'est pas ces lois-là. C'est normal, parce que ce n'est pas des lois. On n'aura pas tout est égal à G alpha, c'est normal. Pour les liquides, donc les solides résistent à la déformation jusqu'à un certain point, défini par la résistance des matériaux, bien sûr. On a une zone élastique, zone voilà, plastique et zone de rupture. Donc, mais les solides résistent. Les solides sont des corps déformables, hein, comme tout corps est déformable, parce que les corps rigides, ça n'existe pas, c'est hypothétique pour modéliser, pour faire des lois de mécanique. Les solides sont des corps déformables, mais ils se déforment, d'accord, mais ils résistent en tout cas à des faibles forces. À des faibles forces, il résiste. Maintenant, si vous tirez, c'est normal qu'il va s'allonger. En traction, il va s'allonger, mais si vous comprimez, c'est normal qu'il va se réduire, c'est normal. Mais ça, il faut quand même appliquer des grosses forces pour pouvoir faire ça. Par contre, un liquide, lui, voilà, c'est un... voilà, on va dire que le solide, c'est un corps déformable, mais il résiste aux forces on va dire de traction, traction, de compression, on va dire. Ici je considère le point de vue de compression pour parler de la pression, pour faire une analogie avec la mécanique des fluides. Hein. Je considère voilà, la contrainte de compression. Résiste aux forces de compression, donc aux contraintes de compression, et résiste aux forces de cisaillement, bien sûr pour une force convenable. Hein. Parce que si vous commencez à dépasser des ordres de force donnés, c'est normal qu'il va voilà, il va avoir voilà, une déformation, c'est normal. C'est normal. Moi, je parle de forces convenables que, voilà, entendons-nous bien, c'est des petites forces ici. Hein. Voilà, de force de compression et force de traction. Contrairement aux liquides, les liquides, eux, c'est aussi les liquides, parce que la mécanique des fluides étudie les liquides, mais la mécanique des fluides étudie les gaz, mais bon, je vous ai dit que les gaz, on laissait ça plus à la thermodynamique, donc ici, moi, je parle en termes de liquide. Pour les liquides, là, ils ne résistent pas aux forces de compression et ils ne résistent pas aux forces de... Voilà. Non, ici, c'est plutôt... Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de résistance. Il ne va pas résister aux forces de traction. Les forces de compression, c'est ce qui, justement, va faire la pression. Hein. Les forces de compression feront l'existence de la pression et les forces de cisaillement feront le mouvement du fluide. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc d'après ce que je viens de dire, les forces de compression feront l'existence de la pression sera due aux forces de compression, et les forces de cisaillement feront en sorte que soit le liquide est en mouvement, donc on aura la dynamique des fluides, ou soit il sera au repos, on aura la statique des fluides. On sera dans la statique des fluides, dans le domaine de la statique des fluides. Alors, je reprends mon barreau. Si je comprime avec des forces convenables, le solide, il y aura une variation de longueur minime pour autant qu'on ne dépasse pas, je veux dire, un seuil, des grands seuils, parce que sinon, plus vous allez mettre des forces importantes, et plus, je veux dire, bien sûr, vous comprendrez que vous aurez une variation de delta L sur L. Delta L sur L.
c'est-à-dire une variation de longueur par unité de longueur. On aura un delta L sur L, une variation relative de longueur. Bon, mais si vous faites ça, ça c'est un solide. Je vous ai dit ici, pour des forces convenables, il résiste à la compression, aux forces de compression, F, la force extérieure qui va amener des contraintes en compression sigma, voilà. Et là on a aussi une force de compression. Voilà. Mais si vous faites ça à un liquide, supposons qu'il est contenu dans un volume déformable, si vous faites ça à un liquide, vous comprendrez que on aura quelque chose qui va apparaître en tant que réaction du liquide. Si je comprime le liquide, ben, on aura des forces tangentielles qui vont apparaître, qui vont faire en sorte que le liquide va glisser, rouler, s'écouler par là et par là. Ce qui veut dire que si vous avez un solide déformable, ben, le solide va prendre la forme de l'échappée, par exemple un sac plastique, hein, ben, il va prendre l'échappatoire du liquide, puisque vous le comprimez. Et je vous rappelle que les solides sont incompressibles et les liquides sont très faiblement compressibles, les solides, et que les liquides sont très faiblement compressibles. Ça veut dire que pour un même volume, si vous comprimez, ben, le volume va augmenter. Enfin, le volume, ce qui va se passer, c'est que si vous comprimez, voilà, le volume est constant. Je m'excuse, le volume est constant. Parce que justement, il est incompressible. Le volume va rester constant, mais il va s'écraser, on va dire ça comme ça. Il va s'écraser. Donc, il va plutôt faire ça si vous, le solide, si vous le comprimez. Le volume va rester invariable, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le volume est invariable, donc on aura le solide est incompressible. Le solide est incompressible. Alors, ce qui est compressible, c'est le gaz. Et le liquide est incompressible. Si ce n'est qu'ici, bon, il va avoir des échappatoires. Attention que pour avoir ça, je vous ai dit qu'il faut y aller pour mettre une force. Hein. Pour avoir ceci, ici, je vous ai dit, on mettait des forces, on va dire, des petites forces. Hein. On ne met pas des grandes forces. C'est normal que si vous mettez une grande force, vous allez déformer le corps. Hein. Voilà. Et le volume, il reste constant. Simplement, on aura un écrasement. Donc s'il reste constant, c'est qu'il est incompressible. Hein. Vous appliquez une certaine pression, et je veux dire, le volume, il ne bouge pas. Volume constant. Alors, celui-là, c'est pareil. Donc, le corps, là, le solide, il est bien déformable, avec un volume constant. Le volume, qui est une caractéristique propre, le volume de fluide, du solide, le volume est constant. Donc si vous l'écrasez, ben, si vous le pressez trop fort, ben, il va s'écraser. Selon la loi de Hooke, en compression, sigma égale E delta L sur L. Bon. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide, ben, il est déformable aussi. Là, on n'aura pas le même phénomène, parce que voilà, on aura des particules qui vont rouler, glisser, et qui vont s'écouler entre elles. Donc, les molécules ici, ils ont le pouvoir de glisser les unes sur les autres. Je vous ai dit que la colle ne tenait pas fort en cohésion pour les molécules liquides, ce qui veut dire que les molécules vont rouler ou glisser. Elles vont tout simplement s'écouler parce qu'elles ne résistent pas aux forces de cisaillement. Donc, il y aura un mouvement s'il y a des forces de cisaillement. Là, les molécules vont glisser les unes sur les autres pour pouvoir s'échapper, aller par là si vous voulez. Elles vont, voilà. On peut voir ça comme un échappatoire. Vous poussez, et voilà, elles veulent sortir. Donc si elles veulent sortir, c'est qu'il y a un mouvement. C'est un mouvement dû à des forces. C'est dû à quoi ce mouvement des particules, ce glissement
des molécules les unes sur les autres, cet écoulement, voilà, c'est que c'est parce qu'il y a l'existence de forces tangentielles qui vont apparaître et qui vont faire en sorte que on aura un mouvement. Donc, qu'est-ce qui est... C'est pas parce que je vous ai dit qu'il y a des... C'est en newton par unité de surface que c'est une pression. Non. La pression est définie, je veux dire, parce que si je prends la contrainte de cisaillement, c'est des newtons par mètre carré, ou des newtons par centimètre carré, ou des newtons par millimètre carré. Voilà, c'est la force de cisaillement. Si vous mettez une force comme ceci, là on a bien une pression. Là, à ce moment, on aura une force de cisaillement. On aura une force de cisaillement par là, bien sûr, une force de cisaillement, une force tangentielle, que je vais appeler ça comme ça, force tangentielle, qui sera, qui va faire en sorte que les particules vont rouler entre elles. Voilà. Donc, les molécules ont le pouvoir de glisser les unes sur les autres parce que on a la colle qui n'est pas très forte, comme je l'ai expliqué, la cohésion n'est pas très forte. Entre les particules, elle n'est pas très forte. Donc, on a une colle de mauvaise qualité, comme je l'ai expliqué. Donc, on a une force de cohésion qui n'est pas celle du solide. Donc, fatalement, les liquides ont, les fluides en général ont le pouvoir, enfin plutôt les liquides, ont le pouvoir de glisser, de rouler entre eux. Bon, maintenant, je vous avais dit que pour les gaz, c'est complètement différent. Il n'y a pas de force de cohésion entre... la force de cohésion est quasiment nulle. Et donc là, à ce moment-là, un gaz, bon, c'est pas le même phénomène. En fait. Un gaz, si vous considérez un gaz dans un récipient fermé, les particules, bien sûr, elles sont libres de mouvement. Elles vont s'entrechoquer entre elles et changer de vitesse quand elles vont avoir des collisions sur la paroi ou entre elles. Et on a ce qu'on appelle un libre parcours moyen des particules, voilà, de gaz. Donc là, la colle n'est pas la même. Ici, la colle, elle est bien. On a des réseaux qui se maintiennent correctement. Réseau cristallin, par exemple. Voilà, un réseau cristallin, par exemple, qui est représenté par les réseaux de Bravais. On peut avoir des cubes en face centrée. Voilà, je vais vous en dessiner un cas de figure. Un réseau de Bravais, il y a les cubes à face centrée, cubes centrés, il y a 14 réseaux de Bravais, rhomboédriques, orthorhombiques, etc., etc., etc. Voilà, si je devais dessiner mon solide ici, et voir le solide ici au niveau macroscopique, ben, il faut avoir une vue tridimensionnelle, bien sûr, de ça, de ce réseau. On aurait voilà, une architecture qui serait plus ou moins comme ça. Je vais vous dessiner l'architecture. En gros, bon, je vais le faire avec quelques particules, mais c'est fait avec des milliards de particules. Voilà. Et alors à tout ça, bon, vous venez mettre... voilà, ça commence à se compliquer. Et vous voyez qu'est-ce que ça peut donner, hein, une structure cristalline. Alors ici j'ai pris... je vais mettre les premières molécules, hein, comme ça vous allez plus ou moins voir à quoi ça ressemble. Un réseau cubique. J'ai une particule ici, une particule ici, particule ici, particule là, une particule là, une particule là. J'en aurai une ici, une là, une là, une là, une là, une là,
une ici, 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 je m'excuse, une là, une là. Je le fais très mal, mais bon, c'est pour vous montrer en gros comment seront les particules situées. Elles seront organisées parce que c'est un réseau cristallin. C'est un réseau cristallin, donc elles sont organisées. Hein. Ici, par contre, j'ai mal fait les affaires parce que j'aurais dû mettre correctement comme ceci ici. Voilà, donc, je pourrais effacer ceci. Voilà, j'en reprends une. C'est un réseau organisé, hein, bien dessiné. Voilà. Ouais, alors ici, c'est, pour voir celui-là, elles sont alignées comme ceci, alignées comme ceci, alignées comme ceci, les particules alignées comme ceci. Voilà, puis elles seront alignées comme ça, alignées comme ceci. Et voilà, tout dans, là, on peut avoir des particules, je veux dire, voilà, à l'intérieur aussi. Hein. Bon, là, bien sûr, organisé suivant la structure. Et là, vous avez, on peut bien le faire, mais le but c'est pas de dessiner ça correctement, parce que bon, ça va prendre du temps. Voilà, et ça, vous avez ça au sein du solide, partout, partout, partout. Tout solide est constitué voilà, d'un réseau, comme je viens de décrire ici. Vous avez un réseau là-dedans constitué. Et c'est ça qui forme le solide avec une cohésion très forte. Hein. C'est pour ça que le solide résiste jusqu'à une certaine limite aux déformations de certaines forces. Parce que si vous dépassez des forces, vous avez un écrasement. Si c'est en compression, si c'est en étirement, c'est-à-dire en traction, il va s'étirer, il va s'allonger. Voilà. On a toutes des structures comme ceci qui sont voilà, mis les unes les uns à côté des autres, comme ceci, des structures comme ceci. Et c'est ce qui fait l'état solide. Et l'état liquide, la colle est moins forte, on a une cohésion moins forte, ça tient moins fort. Donc il y a le pouvoir des liquides de pouvoir glisser, couler, s'écouler. Alors donc si vous appliquez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure une force comme ceci en compression, ben vous allez avoir le liquide qui va vouloir fuir si bien sûr la surface qui le contient lui permet de voir ce qui va se passer. C'est-à-dire, vous mettez un sac plastique, là, vous comprimez, le sac plastique va se déformer sur les à côté, on a des forces de cisaillement. Parce que si maintenant, si vous mettez un récipient rigide, vous verrez pas, vous verrez pas ça, parce que là, à ce moment, vous allez avoir la paroi qui est le milieu extérieur. Si je considère le système comme étant le fluide, la paroi est le milieu extérieur, et là, d'office, vous aurez voilà, une force d'action est égale à la force de réaction contre la paroi. Voilà. Là, on aura un équilibre. C'est normal. L'équilibre fait en sorte que justement, ça fait en sorte que le liquide ne s'échappe pas, puisqu'en fait, vous avez une paroi rigide. Mais maintenant, si vous mettez un sac plastique, bon, vous allez voir la déformation, le sac plastique va gonfler. Voilà, ceci étant dit, je vous rappelle que la pression, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous avais pris un volume dans la vidéo précédente, quelconque, et je vous avais dit que, bon, ça c'est le système qui représente une masse fluide. Je vous avais dit que si vous prenez, découpez une section là-dessus, voilà, qui est une surface comme ceci, là à ce moment-là, il va découper en un volume V1 et V2. Voilà, là j'avais pris un système qui avait un volume V. Et le volume V, qui a une masse M bien sûr, c'est le volume V, c'est V1 plus V2. Alors je fais une coupe, voilà, une coupe par une section S, et à ce moment-là, j'ai deux volumes. Maintenant, si on a un feed en équilibre, voilà, c'est-à-dire que là on a toutes des forces internes microscopiques, hein, des forces internes microscopiques au niveau de la surface. Bien sûr, si je représente une force qui représente ces forces-là,
Ouais, peut-être n'importe comment, hein, cette force-là. Bon, je l'ai mise comme ça, mais peut-être comme ceci. Voilà, c'est une force comme ceci. Si j'ai une force comme ceci, ben, l'autre force, elle est dans l'autre sens. Maintenant, si vous enlevez ceci, donc il y a un équilibre ici. Hein. Les forces internes sont équilibrées. J'ai FI du volume 1 qui va s'appliquer sur la surface S. Et là, j'ai la force F interne sur, qui sont dues à toutes les forces de cohésion internes qu'on a ici, de liaison au travers de la surface. On a FI interne V2. Alors, vous comprendrez qu'ici, bon, on a un équilibre. Voilà, un équilibre de translation et de rotation. Et on aura F de V1 est égal à F de FI V1 est égal à FI V2. L'action égale la réaction. Donc c'est pour ça qu'il est en équilibre, qu'il est au repos. La surface ne bouge pas. On a un équilibre de la surface. Voilà. Maintenant, si vous enlevez ceci, si on retire cette surface-là, je peux retirer V1 ou V2, peu importe. Hein. Si je retire V2 ici, je vais retirer V2. À ce moment-là, si vous retirez V2, il n'est plus en équilibre. Il n'est plus en équilibre. Là, on n'a plus F de V1. On n'a plus ceci. Alors, justement, pour maintenir l'équilibre, parfait, mais il faut créer une force comme il y avait avant. Il faut lui mettre une force qui fasse en sorte que cette force F, une force extérieure, soit égale à F de IV1, IV2. Oui, ici j'ai F de IV1, donc il faut que la force extérieure soit l'opposé de... Il doit être égal à F de IV2, oui, mais elle doit être... Oui, tout à l'heure j'ai oublié de mettre un moins parce que elles sont opposées, hein, ces forces-là. Les forces sont opposées. Elles sont égales mais opposées. Donc il faut mettre une force opposée à F de I V1. F de, je raconte pas de bêtises ici, avec l'opposé. F de IV1, ouais. Je vais appliquer une force opposée à IV1. Oui, c'est ça, c'est juste ça. Donc il faut que j'ai... Tout à l'heure, je m'étais trompé parce que, bon, vous aurez compris que F de I... on a F de I V1 qui est égal à F de I V2, mais en fait ils sont opposés. Hein. C'est deux forces égales mais opposées. Là, on a la loi de l'action égale la loi de la réaction, qui est décrit par l'équilibre statique. Hein. F de I V1 plus F de I V2 égale 0. Ouais, donc j'ai bien oublié un moins tout à l'heure. Hein, voilà. J'ai oublié un moins. Attention à ce moins, justement. Il faut faire attention au moins, qui décrit tout simplement qu'on a une opposition. Hein. Elles sont opposées. Mais elles sont égales en valeur absolue. Elles ont même direction, mais des sens opposés, c'est juste ça. Mais égales en direction et égales en valeur absolue. C'est-à-dire égales en norme. En norme, elles sont égales. En valeur absolue, elles sont égales, mais opposées en sens. Donc il y a bien un moins. Donc pour maintenir le corps en équilibre, il faudrait que j'applique, comme j'ai enlevé V2, il faut que j'applique à la surface S une force qui serait équivalente à moins F de V1, qui serait égale à l'ancienne force IV2. Donc il faut que j'applique cette force extérieure-là pour maintenir le corps en équilibre. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, je vais observer, détacher et regarder cette surface-là. C'est cette surface-là qui m'intéresse. Alors pour ça, il faut que je dessine correctement le tout. Je vais dessiner le tout correctement.
Alors pour ça, je n'ai plus le volume V2, je ne me rappelle plus. Voilà, j'ai un volume ici. Hein. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau de la section ici. Voilà, ici j'ai une section, ici j'ai un volume V. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors je vous ai dit que pour maintenir ça en équilibre, il fallait appliquer une force. Alors cette force, je vais la mettre tout de suite. Hein. Voilà cette force. Bien sûr qu'il doit être égal à la force qui est là-bas. L'action égale réaction. Bon. Mais c'est pas ça qui va m'intéresser, c'est la force là. Je vais parler de cette force là. Voilà. Alors pour ça, je ne sais pas si je peux agrandir ici. Voilà, j'ai une force. Je vais étudier la section ici. Je vais étudier cette section-là. Donc, on sait bien qu'on a un volume juste derrière pour maintenir en équilibre ce volume-là, mais il faut lui appliquer une force ici extérieure pour maintenir l'équilibre. Alors pour ça, je vais effacer ce qui ne m'intéresse pas. Le système devient... Vous voyez que j'avais le système qui était un volume complet. Hein. J'avais un volume complet qui était le système. Vous vous rappelez, j'ai divisé, j'ai fait une section, une séparation par une section. Et j'ai enlevé une partie du volume et j'ai maintenu une force pour maintenir l'équilibre. Ensuite, j'avais plus qu'un morceau de volume, que j'appelais V1 ou V2, peu importe. Et là, de nouveau, je vais retirer ceci. Donc, mon système va se réduire à une surface. J'ai ceci. Alors, je vais le dessiner en plus grand. Rappelez-vous que j'ai toujours un volume ici. Hein. Faut vous mettre à l'idée, à l'esprit que j'ai toujours un volume. Voilà. Donc, je vais créer une force normale, si vous voulez, dans ce sens-là. La force normale va être dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais agrandir ceci pour faire un dessin compréhensible. Voilà la section. Alors je vous ai dit qu'il y avait une force qui s'appliquait ici. Bien sûr, il y a la normale à la section. Il y a la section. Et il y a la normale qui est une perpendiculaire à la section. Attention que j'aurais pu prendre une surface quelconque. Hein. J'aurais pu prendre une surface qui fait ceci. Voilà. J'aurais pu prendre une surface qui fait ceci. Voilà. Le système qui constitue la surface, on s'en fout de la forme. Elle est indépendante de la forme. Ici, il s'avère que, comme j'ai pris un volume, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de révolution, fatalement, je me retrouve avec une coupe qui est... En plus, j'aurais pu faire une coupe qui est comme ceci. Hein. J'aurais pu couper... ouais, ici... j'aurais pu avoir une coupe qui est comme ceci. Parce que si vous coupez avec un saucisson, vous pouvez couper comme ceci, bien droit, ou comme ceci. Voilà, vous pouvez, je peux couper comme je veux, hein, comme ceci, et puis comme ceci le saucisson. Bon, la surface n'est pas... on s'en fout de la surface. Dans un premier temps, on s'en fout. Parce que ce qui va importer, c'est pas la forme de la surface, mais c'est c'est son air. Donc peu importe, son air se ramène toujours à une unité d'air qui sont des centimètres carrés. Donc on a des petits carrés, c'est par rapport à des carrés d'un centimètre carré. Quelle que soit la forme, hein, on se ramène toujours à des petits carrés qui est le centimètre carré. C'est-à-dire, si vous avez une forme bizarroïde comme ça, mais ça fera par exemple 6 cm². Voilà, c'est 6
carrés de 6 centimètres. Enfin, ça m'étonnerait que ça fasse 6 centimètres carrés, ça, mais enfin, on pourrait dire, allez, ça fait 15 centimètres carrés. Ça veut dire qu'on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. La forme, on s'en fout. C'est l'unité, voilà, c'est la valeur de la surface qui nous importe. La valeur de la surface, c'est combien de petits carrés d'un centimètre sur un centimètre. Voilà. Si j'avais pris une autre surface, voilà, ceci, ça fait du n'importe quoi, et je le fais exprès, mais ça fait peut-être 4 centimètres carrés. Donc on sait comparer cette aire-là à cette aire-là, vu qu'on sait bien combien de centimètres carrés qu'on a dans celui-ci, contrairement à combien de centimètres carrés qu'on a par rapport à ça, et on sait faire le rapport voilà, de nombre de centimètres carrés de l'un par rapport à l'autre. Donc on sait faire le rapport des surfaces. Mais la forme, on s'en fout. C'est pas la forme qui fait l'unité de surface. Si, c'est la forme qui fait l'unité de surface, mais on sait décrire en passant par de petits carrés. On passe par un intermédiaire qui sont des petits carrés. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ici, on s'en fout de la forme. Qu'il soit ici, il s'avère que c'est un beau petit cercle, un ellipse, je m'excuse. On a une belle petite ellipse. Bon, voilà, c'est parce que j'ai pris un volume de révolution et qu'en perspective, on voit une ellipse, c'est normal. Bon, alors je vous ai dit que le volume, il était là. Si le volume est là, je vous ai dit que je mettais la normale, le volume gardé, parce que le volume retranché, il était là-bas. Et le volume gardé était ici. Donc ce qui veut dire que je vais placer ma normale par là. Ma normale est par là. Alors, ça c'est un point de vue fondamental. Pourquoi? Parce que auparavant j'avais mis ma normale de l'autre côté, dans le sens où j'avais mon... Voilà. Et j'avais trouvé que bon, la pression, c'est dans la vidéo précédente, c'est F sur S. F sur S, bon. Mais cette fois-ci, je ne veux plus prendre ma normale dans le sens du volume existant, mais ma normale, je veux prendre dans le contresens du volume existant. C'est-à-dire dans le sens du volume retranché. Ma normale va dans le sens du... donc ma normale est extérieure au volume existant, mais ma normale est dans le sens du volume retranché. Auparavant, j'avais fait le contraire. Hein. J'avais pris la normale ici. Donc c'est normal que j'avais pas de moins. Maintenant, vous allez voir qu'on va avoir un moins. Donc j'enlève tout ce qu'il ne faut pas. Donc cette fois-ci, je change ma façon de voir les choses. Et ma normale n'est plus orientée vers le sens du volume existant, mais dans le sens du volume retranché, donc extérieur au volume existant. Je vous rappelle qu'il y a un volume ici. Hein. Bon, pas perdre de vue que le volume gardé, c'est celui-là. Le volume gardé, c'est celui-ci. Et ça, c'est la force qui maintient l'équilibre du volume gardé, parce que sinon, il serait plus au repos si cette force extérieure, voilà, si cette force extérieure n'agirait pas. À ce moment-là, le liquide coulerait, le fluide coulerait, il glisserait. Alors, donc on définit la normale. Donc la normale, je vous rappelle que c'est un vecteur unitaire. Hein. Bon, à chaque fois, j'ai l'art de mal dessiner parce que je fais toujours la même bêtise de représenter plus ou moins. Je vais me mettre un peu plus petit pour bien voir les choses, c'est ça. Bon. Alors, avant, je vous avais dit qu'il y avait une force tangentielle. En fait, les forces tangentielles, je peux le décomposer en deux forces tangentielles. À partir de maintenant, vous devez savoir qu'il y a deux forces tangentielles. Et voilà. Donc on a bien un triangle trirectangle. Là, on a une force, enfin on a un vecteur normal. Là, on a un vecteur perpendiculaire à la normale que je vais appeler T1. Et là, un vecteur perpendiculaire à la normale qui est T2, mais qui est tangente. T1 et T2 sont tangentes à la surface. Alors que N est normal à la surface S ici. Voilà, auparavant, donc j'avais qu'une force, une composante tangentielle. Ici, je vais représenter la force, c'est une force dans l'espace. Force dans l'espace. Donc, ce qui veut dire que là,
Maintenant, on peut le faire avec l'étude d'une seule composante tangentielle, hein, à la place de deux, pour simplifier les choses. Donc, et c'est ces forces tangentielles-là. Donc on a un milieu continu, ça vous le savez, un milieu continu déformable, enfin le fluide en tout cas. Alors que c'est ces forces tangentielles qui vont faire glisser, c'est ces forces tangentielles qui font glisser, si vous voulez, le liquide. Maintenant, s'il est au repos, il ne glisse pas. Hein. Voilà. Donc les particules glissent les unes sur les autres. Et bon, alors qu'est-ce que je pourrais écrire? C'est de faire une étude, pour avoir la pression, c'est de faire une étude macroscopique. Pour le P, qui est la pression, c'est une grandeur macroscopique. Et pour ça, il faut faire une étude microscopique avant d'entrevoir le macro. Alors, pour parler du micro, il faut définir un ensemble de points sur la surface. On définit un ensemble de points. Alors, l'ensemble de points, on va le définir comme, bien sûr, je vais encore à partir de là, prendre un élément de surface delta S. Vous voyez, mon système se réduit comme peau de chagrin, et on se retrouve avec voilà, un élément en un point M. Hein, je prends un point M. Bien sûr, il y a un repère d'inertie qui est posé. Hein, ça, ne l'oubliez pas. Ça veut dire que le M, sa coordonnée est connue. Hein. On a un repère posé, hein, une origine, avec une base donnée. Voilà, un repère O, R qui est posé. Un repère fixe, galiléen ou inertiel. Et d'ailleurs, ici, on a un repère fixe. Hein. Vous le voyez, T1, T2, N. Déposé. Voilà, c'est le repère quelque part. C'est le repère. Maintenant, je peux mettre un autre repère fixe, hein, c'est pas un problème. Hein. Là, à ce moment-là, ça voudrait dire que le N, par rapport au repère, là, le N a ce qu'on appelle ses coefficients directeurs. Le N sera défini par rapport à un repère extérieur, par rapport à alpha, bêta, gamma, qui sont les cosinus directeurs de la normale. Bon, pour orienter N, il faut connaître ces cosinus directeurs. En connaissant alpha, bêta, gamma, ces angles voilà, les angles directeurs, voilà, voilà, si je prends un vecteur V, eh bien, les angles directeurs, c'est alpha ici, cosinus alpha, on a cosinus alpha ici, par rapport à x, par rapport à y, on a, voilà, on a un angle alpha, je m'excuse, on a un angle alpha, on a un angle bêta et un angle gamma. Un angle bêta par rapport au vecteur et y, l'angle gamma c'est l'angle gamma c'est l'angle entre z et v. Voilà. Ce sont les cosinus directeurs. Donc si vous connaissez les angles, vous connaissez la direction de n. Et on sait bien que c'est un vecteur normal. Hein. C'est un vecteur unitaire. La norme de n fait 1. Et on connaît sa direction. On connaît tout. On connaît tout. Voilà. Alors, le point M. Mais le point M, il est connu. Puisqu'on a un milieu continu, c'est une infinité triple de points bon, où on a une bijection de tout point vers un système de coordonnées de R3, donc on connaît en tout point du fluide, on connaît la position d'une particule. Particule est définie d'un point M, est définie en X, Y et Z. Voilà.
Bon, maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a un fluide bien précis. Hein. Voilà, un fluide n'est pas l'autre. Rappelez-vous que quand je parlais des solides, je vous parlais du sigma en compression, c'est égal à E, modine de Young, fois delta L sur L. Or, rappelez-vous que pour un solide, le E dépendait de la nature du solide. Le module de Young, la contrainte va dépendre du module de Young, et donc le module de Young dépend de la nature du solide. Eh bien, il en est de même pour le fluide. Hein. Le fluide, bon, un fluide, les caractéristiques d'un fluide ne sont pas les caractéristiques d'un autre fluide. Il faut savoir distinguer les fluides. Chaque fluide a ses propriétés et chaque fluide a son identité. Donc, prendre un fluide n'est pas prendre un autre fluide. Ils n'ont pas les mêmes identités, les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Donc, il faut bien voilà, décrire quel type de fluide qu'on a. Donc, on a un vecteur normal qui est connu, un fluide qui est connu, voilà, et une position du fluide qui est connue. Bien sûr, on a voilà, les forces extérieures qui sont connues. On sait bien qu'est-ce qui sont appliqués sur le système. Voilà. Vous voyez que ça fait pas mal. Forces extérieures connues, voilà, elles ne sont pas inconnues. Donc, ce qui fait que, voilà, on peut décrire en tout point M, si je change de point, ben, on connaît toujours M, on connaît toujours P. Si je change de point P, voilà, ben, je connais la force appliquée au niveau du point P, et donc je connais sa pression. Je connaîtrai sa pression, je pourrais connaître sa pression au point P. Je pourrais connaître la pression au point M, au point P, au point n'importe quel point, voilà, de ceci. Voilà. Mais avant toute chose, voyons voir, je vous ai dit que la pression c'est une force par unité de surface, mais il y a plusieurs forces agissant ici. Hein. Il y a la force de cisaillement de deux directions différentes, vers T1 et vers T1. Enfin, décomposable dans un trirectangle qui serait bon, de vecteurs unitaires T1 et T2. Voilà, on aurait la décomposition de F extérieur suivant F extérieur va se décomposer suivant la normale. Donc ici, je vais faire là, il se décompose suivant ça doit être une parallèle à T1. Je fais une parallèle à T1. Voilà. Et là, j'ai la force ici. Et cette force extérieure décomposée suivant la normale, c'est la pression. Ça, c'est vraiment la pression. Bon, mais c'est moins la pression. Oui, ça c'est moins la pression, parce que pour avoir la pression agit de manière intérieure. Donc, je ne peux pas mettre, voilà, ceci, ça va plutôt être comme ceci. Ça, c'est la pression. C'est la vraie pression, c'est ça. Mais attention que si je considère NT1, T2, qui est le trirectangle, vous voyez que P, qu'est-ce qui va faire le moins? Ben, c'est que P est à l'opposé de N. P est à l'opposé de N. Voilà. P est à l'opposé de N. Alors, on aura deux composants tangentielles, une sur T1 et une sur T2. Bon, je vais faire celle sur T1. Il faudrait que je fasse une belle parallèle, parce qu'ici, il n'est vraiment pas parallèle. Je vais faire une parallèle à N. Doit être parallèle à N. Voilà. Et là,
voilà la force qui est voilà, à l'opposé de T1. Donc on aura aussi un moins. On aura un moins. Force tangentielle, moins la force tangentielle. Ah, pourquoi moins? Parce que donc vous voyez que la pression, elle agit toujours au sein d'un fluide, hein, à l'intérieur d'un fluide. La pression agit à l'intérieur d'un fluide. Mais ici, il y a un moins. Pourquoi le moins? Parce que, justement, je voulais pas en parler dans l'autre vidéo. Ben, l'autre vidéo, c'était une vidéo généralisée pour introduire les notions de pression. Mais ici, la pression, elle est négative dans le sens où la normale et qui forme mon vecteur très rectangle avec P, ben, ils sont opposés. Donc ça fait moins. Il y a un moins qui est interagi. Tout comme ici, on va avoir un moins. Donc ici, on aura moins P. C'est moins P. Moins P par rapport à N. Ça. Moins P par rapport à N. Et là, c'est moins FT par rapport, moins FT1 par rapport à T1. Alors, bien sûr, il y a une décomposition, bien sûr, suivant une parallèle à T2. Voilà. Et puis, je fais une parallèle ici. Bon, ici, je devrais dessiner le centre un peu plus bas. On serait peut-être ici. Voilà. Et là, on aurait la composante de F2. C'est une composante spatiale, hein, c'est pour ça que je mets tout ça ici. Donc la composante spatiale, c'est normal qu'il y a deux forces enfin, voilà, j'ai une F de T1 et F de... Là, j'ai moins F de T2. Moins F de T2. Alors, si il y a F de T1 et T2 existe, ben, on a des glissements. Hein. Si F de T1 et T2 existe, on a écoulement. Voilà. Sinon, s'il y a l'absence de F1, Ft1 et Ft2, donc on n'a que la pression. On n'a qu'une force de pression et donc le liquide de repos. Voilà. Donc on sera en statique s'il n'existe que des forces de pression. Maintenant, s'il existe, c'est-à-dire des forces, la force P. Maintenant, on aura un mouvement du fluide s'il existe F de T1 et F de T2. C'est-à-dire s'il y a l'existence de composantes tangentielles. S'il y a l'existence de composantes tangentielles, ben, à ce moment-là, les particules matérielles glissent les unes sur les autres. Alors, les particules matérielles ne glisseront les unes sur les autres que si les tensions tangentielles ne dépassent, bien sûr, des tensions de glissement au départ. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire l'expression de la pression. Je vais écrire tout d'abord que je vais recommencer le dessin parce que c'est vrai qu'il est. Je reprends uniquement la surface ici. Le volume ici, je vais l'enlever, mais sachez qu'il est présent. Parce que c'est vrai qu'on voit de moins en moins. Donc je vais recommencer ceci. Voilà, et je vais reprendre une belle petite surface. Voilà. Et donc, me dire que en tout point agit une force. Une force qui est, bien sûr, delta F
décomposable suivant la normale. Voilà. Bon, je vais prendre la normale comme ceci. Hein. La normale est par là. Donc à ce moment-là, la force, les delta F sont comme ceci. C'est tout des petites forces ponctuelles. Moins delta Fn, moins delta Fn. Mais on aura moins delta F suivant T1 et moins T1. Rappelez-vous qu'il y avait une composante tangentielle, un vecteur normal, enfin un vecteur tangentiel qui était comme ceci. J'ai mal représenté ma normale. Je vais recommencer un petit peu. Je vais remettre correctement ma normale. Voilà. Ma force, enfin ma composante tangentielle, qui est unitaire bien sûr. Voilà, et ma deuxième composante unitaire qui est comme ceci. Donc on aura, si vous voulez, là j'ai ma normale qui est un vecteur unitaire, qui est normal à la surface ici, que j'appelle S. Et là j'ai une composante, enfin j'ai un vecteur unitaire T1 qui est tangente dans une direction, et il y a une deuxième, voilà, parce que on peut avoir n'importe quelle direction de la force extérieure. Hein. Donc quand je vous dis n'importe quelle direction, c'est un repère, c'est un vecteur, on va dire, dans l'espace. Donc je suis obligé de le décomposer au travers d'un trier trirectangle. Donc il faut aller chercher un trier trirectangle, et je vais chercher, bon, voilà, non pas un repère trirectangle, je veux dire extérieur. Je peux le faire, mais je peux prendre, voilà, un repère trirectangle par rapport à n, T1, T2. Mais attention que n a quand même, je peux voilà, le définir n par rapport à un repère extérieur, hein, au travers des ces cosinus directeurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ça, c'est la force extérieure qui est spatiale. Donc, si elle est spatiale, je vais le décomposer suivant des éléments de force delta F ponctuels. Je vais faire une étude microscopique pour voir au niveau macroscopique ce que ça va donner. Donc, en chaque point, et là, il y a une infinité de points hein, dans la surface, une infinité double de points. Voilà, bien, en chaque point, je vais rechercher voilà, l'élément de force ponctuelle qui s'applique en un point quelconque de la surface. Et ça, j'appelle ça, bien sûr, ceux qui seront normales, tous ceux qui seront normales, je vais les appeler DFN. Tous ceux qui seront qui auront une composante par rapport à T1, ben, je les appelle df de T1. Et ceux qui auront une composante par rapport à f de T2, ben, enfin à T2, ben, je vais l'appeler df de T2. Alors je rappelle que si ce sont des vecteurs de base. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? Ben, on peut dire que, bien sûr, là, j'ai un élément de surface, delta S. Donc, vous voyez que je restreins comme peau de chagrin donc le système. De S, je le fais devenir delta S parce que j'étudie au niveau ponctuel. Alors, la limite, quand delta S tend vers 0, ben, ça fait ds. Alors, à la limite, quand delta Fn, quand delta S tend vers 0, quand delta S tend vers 0,
de delta Fn, on a des infiniment petits ici, hein. Voilà, donc lui il va tendre vers, quand delta S tend vers 0, delta Fn tend vers 0. Quand delta Fn tend vers 0, ben, on a, bien sûr, si j'ai ceci, j'ai dFn sur ds. La limite quand delta S tend vers 0 de des df de ti, il y a 1 et 2, hein, quand delta S tend vers 0, on a df de t, f de ti, parce qu'il y en a deux. Voilà, sur ds. Donc ce qui veut dire que delta Fn plus fois n, mais attention qu'ils sont opposés, hein. Delta Fn et n sont opposés, plus moins delta Ft 1 T1, puisque delta Ft1 est opposé, et delta Ft, c'est la même chose avec delta Ft2. Je n'ai plus besoin de ceci parce que vous comprenez comment ça se passe, hein. Vous décomposez en éléments infinitésimaux, enfin un élément très très petit, et puis vous le rendez infinitésimal quand vous passez à la limite, hein. Quand vous passez à la limite, ben, on a des Fn sur des S, voilà. Mais avant ça, on a la limite, on a delta S qui n'est pas, voilà, au niveau ponctuel, on n'a pas un infiniment petit pour delta S. Il l'est quand on fait de temps de delta S vers 0, là il devient un infiniment petit. Limite de delta S, quand il tend vers 0, ben, de delta S, ça fait ds. Limite quand delta S tend vers 0 de delta S, ça fait ds. Et quand delta S tend vers 0, delta Fn tend vers 0. Et donc on a la dérivée de Fn par rapport, c'est une dérivée vectorielle. Voilà. Plus, moins, delta F T2 de T2. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on a une pression? C'est ceci. Ça, ce sont les forces dues à la pression, et ça, ce sont les forces dues au mouvement, à la résistance à l'écoulement du mouvement, ce qu'on appelle bon, la viscosité. On verra que ce sera la viscosité. Et donc, s'il y a l'existence de ceci, on a mouvement, hein, on est en dynamique. Mais s'il y a l'inexistence de ceci, on est en statique du fluide. Voilà. Bon, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la notion de pression. Donc, c'est les forces voilà, voilà, à Fn, force normale. C'est les forces normales qui vont m'intéresser ici. Voilà, donc je vais regarder après ça, les forces normales. Oui, j'ai oublié de diviser par la pression. Pour avoir la pression, il faut diviser par ds. Hein. Je m'excuse, j'ai oublié de diviser par ds. Ça, c'est responsable. On va dire que ça, c'est les forces responsables de la pression. Oui, hein, c'est responsable de la pression. Mais pour avoir la pression, il faut diviser par l'unité de surface, bien sûr. Hein. Et ça, ce sont les composantes qui sont responsables, si elles sont différentes des zéros, voilà, du mouvement. On a une résistance au mouvement, au glissement, à l'écoulement, au coulement, peu importe ce que vous appelez
ça, mais on aura un mouvement si on a des composantes voilà, de tangentielles. Voilà. Donc ça c'était bon ce que je disais. Ce qui est juste, c'est que ça va être responsable de la pression. C'est pas la pression, ça va être responsable de la pression. Parce que pour avoir la pression, il faut diviser par, bien sûr, ceci, par l'unité de surface. Donc maintenant je vais regarder la pression. Donc ça ne m'intéresse pas. Et définir ce que c'est que la pression. Alors pour avoir la pression, bien sûr c'est une variation de ceci par unité de surface sur delta S. Alors, qu'est-ce que c'est ceci? Ça, c'est ce qu'on appelle la pression moyenne. Voilà, la pression moyenne. La pression moyenne, bien sûr, en fonction de l'orientation de la surface. Donc, je vais écrire ceci. C'est en fonction de l'orientation de la surface N. Donc, c'est la pression moyenne en fonction de voilà. Alors, ceci ici, c'est un produit scalaire. Bon, le produit scalaire, je peux l'écrire. Dorénavant, maintenant, il y a une écriture qui va se faire. Parce que trimballer des vecteurs, c'est bien. Et mettre toujours ceci, c'est bien, mais à un moment donné, ça devient lourd d'écrire chaque fois avec une flèche. Donc maintenant, je vais établir une règle. Le vecteur, ce sera ceci, pour éviter de mettre une flèche, hein, bon, par facilité. Donc ce qui veut dire que l'écriture ici va se simplifier. Donc ça, c'est la pression moyenne par rapport à l'orientation d'un vecteur normal, c'est-à-dire de surface. Donc on connaît l'orientation de la surface, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Ici, j'ai dit que j'allais disposer non plus de flèches, mais d'une barre, qui signifie vecteur. Là, je vais disposer d'une barre qui signifie vecteur, et la surface est une grandeur scalaire. Voilà. Bien sûr, dfn, il n'y a pas de vecteur sur n. C'est la composante de f sur n, delta fn. Voilà. Alors, maintenant, je vais essayer d'écrire ça. Encore changer un truc. Là, on a un scalaire. Là, on a un scalaire. Et donc là, on a un produit scalaire. Alors, le produit scalaire peut se noter avec un point et ceci. Mais moi, pour bien le mettre en évidence, je vais mettre une barre comme ça. Voilà, ça, c'est mes petites règles. C'est mes petites règles. Donc, la pression moyenne, pour une surface d'orientation donnée par le vecteur n est égale à moins delta Fn produit scalaire n. Ouais, ici j'avais dit que je mettais plus de flèche. Je vais retirer la flèche. Sur delta S. Voilà, ça c'est pour vous dire ce que c'est la pression moyenne. Maintenant, le moins, on pourrait dire que le moins, c'est parce qu'on a un angle supérieur à 90. Hein. Un angle supérieur à 90, c'est ce que ça veut dire. Je rappelez-vous que j'ai pris ma surface comme ceci. J'ai pris la force comme dans le sens, une force tridimensionnelle, bien sûr. Voilà. Donc, qui était comme ceci, décomposable suivant le vecteur n, t1 et t2, mais que là, sur n, on avait ceci. Voilà. Ça, c'est delta. Bien sûr, en un point, hein, je le prends en un point, delta f. Là, je le prends en ponctuel, delta f.
La normale est comme ceci. Hein. La normale est comme ceci. Donc, vous voyez qu'ils sont posés. Ils sont posés. Ils sont posés. Oui, mais attention qu'ici c'est delta F, pas Fn, je m'excuse. Parce que ça, c'est déjà une projection. Hein. C'est déjà une projection. C'est déjà une projection. Donc, c'est mon F extérieur ici. Delta F extérieur. Pour avoir la projection Fn, delta Fn, ben, c'est ceci. La force extérieure, elle est là. Delta F extérieur, il est là. Voilà, je projette, si vous voulez, sur N pour avoir delta Fn, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a une petite erreur dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Bon, je peux la modifier. Si je pars du départ, donc on a delta F n, qui est la composante, voilà, du vecteur, sur delta S. On a ça. Je rectifie, hein, on a ceci, delta Fn, qui est la composante sur n. Bon. Mais ça, c'est delta F extérieur. Voilà. Produit scalaire n. Voilà, là on y est. Sur delta S. Là on y est. Là, c'est bien la pression moyenne. Voilà. Donc j'ai fait une petite erreur. Hein. Bon, il y avait une petite erreur, j'étais un peu trop vite. C'est delta Fn sur delta S qui vaut delta F produit scalaire fois n qui donne delta Fn. Ça c'est une composante. Hein. C'est une composante. Bien sûr, avec un moins ici, et là, delta F extérieur, pour dire que on a un angle supérieur à, là on a n, et ça c'est delta F extérieur. Voilà. Ça veut dire que si je devais le mettre ici, là l'angle, vous voyez qu'il est supérieur à ça, à 90. Hein. Donc voilà, si vous faites un produit scalaire, c'est cosinus. Cosinus supérieur à 90 donne un nombre négatif. Donc ça va donner un nombre négatif. Voilà. Et ça c'est bon. Ça c'est bon. Cette fois-ci, je suis sûr et certain que c'est ça. Voilà. Il y avait juste une petite erreur, bon, au niveau de l'interprétation. Mais voilà, maintenant elle est cohérente. Elle est cohérente. Alors, ça c'est égal à quoi? À la pression moyenne pour une orientation de surface donnée. Voilà. Et ça, c'est la pression moyenne. Maintenant, si on veut la pression en un point, la pression ponctuelle, ça c'est la pression moyenne. Pour avoir la pression, eh bien, il faut passer à la limite. On passe à la limite quand delta S tend vers 0. De quoi? Ben, de ceci. Et là, vous aurez compris qu'on aura moins d F extérieur sur ds, le tout produit scalaire n. Alors j'avais dit que je mettrais plus de flèches. Voilà, ça c'est la pression en un point.
pression ponctuelle. C'est la pression ponctuelle. Voilà. C'est donc la pression ponctuelle, pression en un point. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que donc, un milieu continu, donc déformable, un milieu continu et déformable, les forces tangentielles font glisser une particule sur une autre, quelle que soit la force, pour autant que les forces tangentielles existent, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas de glissement, il n'y a pas de, voilà, de frottement, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, donc on est en plein dans un équilibre statique du fluide. En d'autres termes, à l'état d'équilibre, il ne peut exister aucune composante tangentielle des tensions au sein du fluide. Contrairement, bien sûr, au fluide en mouvement, où là existent des composantes, on va dire tangentielles. Tangentielles. Alors on peut en répertorier deux, parce que de composantes tangentielles, une suivante T1 et une suivante T2, parce que bon, il n'y a pas que. On peut avoir deux composantes, je veux dire, tangentielles, suivant un axe donné. Et donc les deux composantes tangentielles sont perpendiculaires entre elles. Voilà. Bon, et ça c'est la pression ponctuelle. Voilà la pression ponctuelle. Maintenant, la pression au sein voilà, de toute la surface, donc ça c'est la pression moyenne, pression ponctuelle, et au sein de toute la surface, vous la connaissez, parce que ça a été vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que c'est une intégrale double, c'est la vidéo précédente. Là, vous devez faire l'intégrale double, bien sûr, ça a été vu, c'est la vidéo précédente, pour voir la pression, je veux dire, au sein de toute la surface. C'est la somme, bien sûr, de toutes les pressions fois ds. Enfin, c'est la somme de tous les PDS. Voilà. Et là, on a l'intégrale. Donc, enfin, ça va plutôt mesurer la force, parce que P fois S, c'est une force. Donc là, on va avoir la force totale est égale à la somme de tous les PDS, est égale à l'intégrale double de la surface, de toute la surface, de P ds. Voilà, PDS. Et là, on mesure la force. C'est la force, l'intégrale double va donner la force. Alors, bien sûr, il faut que le P soit connu au niveau de sa répartition pour calculer l'intégrale double. Maintenant, s'il est constant, on a P intégrale double au travers de la surface ds, on a la force vaudra P fois S. Et donc, la pression, c'est F sur S. Voilà, ça c'est la force, enfin la pression, en fonction de la force et de la surface, ou d'une section. Ça peut être une section d'un volume. Alors, maintenant,
faisant en sorte que la pression n'est pas forcément constante, il faut que les caractéristiques pression soient définies. Hein. Pour calculer l'intégrale double, bon, il faut connaître, bien sûr, la loi de répartition de la pression. Alors, la loi de répartition de la pression sera d'autant mieux appréhendée que si elle est complètement identifiée. C'est-à-dire si vous connaissez, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un point, tous les points, tout point, vous connaissez tous les points. Alors ici, bien sûr, la pression existe en tout point, parce que c'est une grandeur intensive. Une grandeur intensive définie en tout point du fluide. Alors, tout point est défini dans un repère, bien sûr, OX, Y, Z. On a un repère qui est défini, galiléen, et tout point est défini. Donc, déjà, connaître la pression, c'est de connaître déjà où on veut la calculer, en quel point on veut calculer la pression. Bien sûr, l'orientation de la surface, donnée par, bien sûr, alpha, bêta, gamma, qui sont les angles directeurs de la surface. L'angle directeur de la surface, c'est l'angle directeur de n, du vecteur n. Vecteur n. Connaissant l'orientation de n, on connaît alpha, bêta, gamma. Bon, bien sûr, connaître P, c'est connaître n, voilà, connaître le vecteur n, donc l'orientation de la surface, par rapport à un vecteur de base, enfin, par rapport à un repère, hein, par rapport à un repère, hein. Connaissant le n dans un repère, on connaît l'orientation de la surface. Voilà, on connaît tout point P. Bien sûr, il faut connaître, bien sûr, le fluide. Quel type de fluide? Parce que d'un fluide à l'autre, bon, les caractéristiques d'un fluide n'est pas les caractéristiques d'un autre fluide. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que la pression sera déterminée, enfin, sera connue en un point, si vous savez en quel point vous allez calculer cette pression. Donc, vous allez calculer en une coordonnée x, y, z, bien sûr avec une orientation de surface donnée par les cosinus directeurs de comment on appelle ça, de vecteur unitaire de base qui est la normale à la surface, alpha, bêta, gamma, et bien sûr le fluide étant connu. Et qu'est-ce qui est connu encore une fois? À partir de là, vous pourrez trouver, connaissant les caractéristiques de P, donc comment on appelle ça, vous connaissez tout hein, de la pression, tout est identifié dans la pression, le fluide, le point où vous voulez calculer la pression, ainsi que voilà l'orientation de la surface. Et bien à partir de là, vous pouvez calculer facilement la loi voilà, de distribution, de répartition de P sur S est connue. La loi de répartition ou de distribution de P sur la surface, S elle est connue. Donc à ce moment, on peut calculer facilement la force. Donc la force appliquée sur la surface. Force appliquée sur la surface. En calculant bien sûr l'intégrale double, vous avez cette force-là. Alors, donc vous voyez que ça provient, la force de pression provient d'une compression interne, elle sera toujours interne. Donc la force de pression sera toujours dirigée vers l'intérieur de la masse de fluide considérée. Voilà. Et que les forces tangentielles n'apparaîtront que pour les fluides en mouvement. Elle sera due, si vous voulez, à la viscosité du fluide quand on aura un mouvement de fluide. Donc on sera là à ce moment-là, s'il y a un mouvement de fluide, on est en dynamique et non plus en statique. Voilà, je vous remercie.